Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, cher Chamil. Je me présente brièvement. Donc, je suis Jean-François Bayard. Ma discipline ou ma sous-discipline est la science politique et plus précisément la sociologie historique et comparée du politique. Donc, je ne suis pas historien comme Catherine, mais je réfléchis principalement sur l'historicité du politique en Afrique. Et par ailleurs, le professeur Tosi m'a fait le très grand honneur de me confier la création d'une chaire d'études africaines comparées à l'école de gouvernance et d'économie de l'université Mohamed VI Polytechnique. Je n'insiste pas sur cette chaire, vous pouvez la retrouver sur le site de l'EGE, mais évidemment pour moi c'est un très très grand honneur de contribuer au développement des recherches sur l'Afrique au Maroc. Pour en venir à l'essentiel, je l'ai dit, mon principal objet de réflexion, c'est l'historicité du politique en Afrique, ce qui paraît être une banalité, la palissade, mais sans avoir le temps d'insister sur le paysage académique, sur le paysage théorique qui a longtemps dominé les études africaines. Au fond, l'Afrique a été la grande absente de la réflexion sur l'historicité du politique. Il n'y a pas encore très longtemps, un homme politique français a cru devoir rappeler ce vieux lieu commun hégélien, hugolien, selon lequel l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Bon, et du côté des sciences sociales, du côté de la théorie du développement, de la théorie de la dépendance, ou du côté des théories développementalistes, on avait un peu l'habitude de laisser dans l'angle mort de cette réflexion sur l'historicité les sociétés africaines. Mais une fois que l'on a énoncé cette pétition de principe, il faut comprendre l'historicité propre du politique en Afrique. L'on rencontre toute une série de problèmes liés à la réflexion sur l'historicité qui ne sont pas proprement de nature africaine. Par exemple, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de ma collègue historienne, l'histoire s'interroge sur la pertinence de la périodisation, du découpage de l'histoire en périodes, et l'on sait bien comment les grandes catégories qui ont bercé nos études dans le secondaire ou à l'université, la révolution industrielle, la Renaissance, comment ces grands découpages sont aujourd'hui contestés. On sait bien que la Renaissance, ce qu'on a appelé la Renaissance, d'une part, n'est sans doute pas spécifique à l'Europe et connaît des événements tout à fait comparables, par exemple dans le monde ottoman ou dans l'Inde morolle. Donc il y a une espèce de vision maintenant beaucoup moins ethnocentrique de la Renaissance. Et par ailleurs, l'on sait que la Renaissance, en réalité, a émergé, en quelque sorte, dans la seconde partie du Moyen-Âge. Bon, donc le découpage de l'histoire en période est aujourd'hui contesté. Et cela intéresse directement la compréhension de l'Afrique subsaharienne, notamment, mais aussi bien, j'imagine, de l'Afrique du Nord, puisque aujourd'hui, j'ose l'espérer, en tout cas, plus personne ne peut raisonner selon le découpage canonique Afrique précoloniale, Afrique coloniale, Afrique post-coloniale. On sait que les choses sont beaucoup plus complexes. Il y a un autre problème qui se pose, qui a trait à l'importance, au poids, à l'influence de la temporalité liée par exemple à l'économie capitaliste mondiale sur la temporalité ou les temporalités des sociétés africaines. Et là, il y a matière à débat. Nous pouvons avoir une appréciation évidemment différente, mais le grand risque, c'est
de réduire les temporalités des sociétés africaines à la temporalité ou aux temporalités de l'économie capitaliste mondiale. Et je crois que c'est une dérive que n'a pas évité l'école de la dépendance d'origine latino-américaine, mais qui a été reprise abondamment, notamment sous la plume de Samir Amin, à propos de l'Afrique. Ça n'était pas l'intention première de la théorie de la dépendance, mais comme souvent, il y a une espèce de dérive, et beaucoup de travaux ont réduit l'historicité des sociétés africaines, considérées comme périphériques, à l'historicité du centre de l'économie capitaliste. Et c'est une question qui demande, me semble-t-il, un traitement plus fin. Nous avons d'ailleurs aujourd'hui le même problème avec ce que l'on appelle les études globales, hein, cette insistance sur la globalisation. Je ne crois pas que le temps mondial, comme on l'a parfois qualifié, que le temps mondial absorbe le temps ou les temps, les temporalités des sociétés africaines. Et la question est d'autant plus complexe que lorsque nous considérons les sociétés africaines, nous voyons qu'elles abritent une très grande hétérogénéité d'espace-temps. Il faut partir de l'hypothèse selon laquelle les acteurs de ces sociétés ne vivent pas forcément dans les mêmes espaces-temps. Et je ne crois pas que ce soit spécifique aux sociétés africaines. Peut-être nous pose-t-elle le problème avec une acuité particulière, mais si l'on se tourne par exemple vers une société comme l'Italie, vous avez eu un livre qui a été très important où un auteur déporté par le fascisme dans la province déshérités du Basilicate considérait que le Christ s'était arrêté à Éboli et que le Basilicate vivait dans une autre temporalité que celle de l'État-nation, de l'unité italienne. Donc je ne veux surtout pas exotiser le problème. Je crois que ce problème relève de l'universalité du politique. Mais évidemment, dans les sociétés africaines, et singulièrement dans les sociétés subsahariennes, nous sommes confrontés à ce problème avec une acuité particulière. Par exemple, ces sociétés s'ordonnent assez largement selon une polarité entre le monde du jour et le monde de la nuit. Et le monde de la nuit, ça n'est pas simplement le monde de la sorcellerie, c'est le monde de l'invisible, c'est le monde du rapport aux ancêtres. Et nous avons des études anthropologiques très fines qui nous montrent comment ce monde de la nuit est constitutif des sociétés politiques. Nous avons également des sociétés qui connaissent une très grande diversité de terroirs historiques. Et j'utilise le terme de terroir historique au sens très concret. On pourrait dire, en France, par exemple, on parlera des terroirs du vin, par exemple. Bon, ben c'est la même complexité. Je crois qu'il faut vraiment comprendre les sociétés africaines à partir de cette hétérogénéité des terroirs historiques, qui n'annule pas l'importance du national, mais le national n'existe qu'à travers cette diversité des terroirs historiques qu'il ne faut surtout pas réduire à la problématique pernicieuse de l'ethnicité. L'ethnicité est un fait de conscience, ça n'est pas une structure, et l'ethnicité la notion de terroir historique ne se réduit pas à celle d'ethnicité. La plupart des terroirs historiques sont pluriethniques. Donc méfions-nous de ce terme de l'ethnicité. J'en viens maintenant à un deuxième temps de ma réflexion. Ce que nous devons donc comprendre, c'est la diversité des durées et leur imbrication. Nous ne pouvons pas comprendre le politique si nous ne considérons pas la diversité des durées historiques qui sont constitutives de ces sociétés et leur imbrication. Et c'est ce que je vais essayer de préciser dans les quelques minutes qui me restent. Par exemple, le rapport que l'État entretient avec l'inégalité sociale est fondamental et cela n'a rien à nouveau de spécifique à l'Afrique. L'État est une manière de produire de l'inégalité sociale et de la légitimer. Bon.
quelle est l'inégalité sociale en Afrique subsaharienne? Il y a une inégalité sociale qui est produite par le rapport à l'État-nation tel qu'il s'est constitué dans le contexte de la colonisation puis de la décolonisation. Il y a une inégalité sociale qui est produite par l'économie capitaliste, hein, quelles que soient ses incarnations en Afrique. Mais il y a également une inégalité sociale qui est produite selon des logiques de plus longue durée. Par exemple, l'inégalité de genre dont nous a parlé Catherine Kokry-Vidrovitch, mais également l'inégalité de la condition servile, de la condition de l'esclavage, héritée du passé. Et si l'on prend ces lignes historiques de longue durée de l'inégalité, l'on voit que les choses sont complexes. Par exemple, il y a ce clivage entre cadets et aînés sociaux, sur lequel a beaucoup réfléchi l'anthropologie marxiste française, mais dont a également traité Georges Ballandier. Donc c'est un clivage d'inégalité sociale qui s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue que celle du seul moment colonial ou du seul moment post-colonial. Et l'esclavage est lui-même une question très complexe. Vous avez un esclavage propre aux sociétés africaines dans la très longue durée. Cet esclavage, d'ailleurs, propre aux sociétés africaines, s'est reconfiguré au XIXe siècle et s'est intensifié aussi bien en Afrique occidentale que sur la côte de l'océan Indien. Et puis, vous avez l'esclavage de la traite transatlantique. Bon. Et cette condition servile, elle reste très présente dans certaines sociétés africaines, notamment ouest-africaines, même si elle est complètement refoulée politiquement. Et je voudrais, là par exemple, citer, puisqu'il est dans la salle, l'ouvrage de mon collègue Zekaria Salem, qui a notamment traité de cette question de l'esclavage dans la société politique mauritanienne, avec beaucoup de finesse et en montrant très bien. Je projette sur ton ouvrage ma propre conceptualisation, mais qui montre très bien cette imbrication des durées de la condition servile. Donc, nous devons réfléchir en termes de pluralité des durées. Cette notion de durée, on peut la concevoir dans les termes de Fernand Braudel, hein, la courte, la moyenne, la longue durée. Et l'on voit bien en effet comment les sociétés politiques en Afrique sont aujourd'hui la résultante de cette imbrication, de cette espèce de compactage de durée plus ou moins longue. Je voudrais, pour rendre plus concret mon propos, prendre un exemple qui pourra vous paraître anecdotique, voire amusant, mais qui mérite réflexion. Vous savez que le maréchal Mobutu, président de ce que l'on appelait alors le Zaïre, portait toujours une toque de léopard. Et cette toque de léopard fournit en réalité une traduction abrégée de mon propos. Parce que le léopard est un insigne de pouvoir de très très longue durée en Afrique équatoriale. Et les archéologues, les historiens en trouvent la trace jusqu'au XIIe ou XIe siècle. Cette toque, quand vous la regardez bien, dans sa forme, renvoie au fez ottoman que au moins certaines provinces du Congo a connu, notamment à travers ces expéditions ottomanes ou para-ottomanes, ces raids esclavagistes qui fréquentaient notamment, qui dévastaient notamment la province de l'Équateur dont était originaire le maréchal Mobutu. Ce fez ottoman a été repris à son compte par le colonisateur belge, dont il avait pourvu la force coloniale. Et bien entendu, cette toque de léopard était portée par un président qui incarnait une certaine forme de nationalisme congolais, même si ce nationalisme congolais avait eu pour coût la liquidation physique d'un autre héros du nationalisme congolais, Patrice Lumumba, mais
mais pour le meilleur et pour le pire, le maréchal Mobutu était l'incarnation politique de la modernité de la société coloniale, de la société congolaise post-coloniale. Bon. Donc cette petite toque de léopard est l'expression symbolique très puissante, me semble-t-il, de cette imbrication des durées qui est constitutive du politique. Pour finir, je voudrais pousser un petit peu plus loin la réflexion sur le concept de durée. On peut en avoir une conception brodélienne qui est utile, mais je voudrais maintenant convoquer un autre ancêtre, une autre personnalité tutélaire de la sociologie historique et comparée du politique, qui, à vrai dire, n'appartient pas à son panthéon. Mais je voudrais justement que l'on reconnaisse ses mérites du point de vue de l'analyse du politique. Il s'agit du philosophe français Henri Bergson. Alors vous allez me dire, quelle drôle d'idée, que vient faire Henri Bergson, auteur notamment de l'essai sur les données immédiates de la conscience, publié en 1889, si mes souvenirs sont bons, dans un raisonnement politique. Eh bien parce que, à bien y regarder, Bergson nous permet de raffiner ce concept, notre compréhension de ce concept de temps et de durée. Bergson, à vrai dire, oppose le temps et la durée. Pour Bergson, le temps renvoie au quantitatif et renvoie à l'espace, alors que chez lui, le concept de durée renvoie à l'expérience qualitative de nos existences. Bon, je n'insiste pas sur le propos, et à vrai dire, j'espérais faire une passe footballistique en direction de notre collègue philosophe Suleiman Bachir-Diagne, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui aurait pu, lui est un grand spécialiste de Bergson, contrairement à moi, et il aurait pu être beaucoup plus précis sur ce point. Mais première distinction, la durée s'oppose au temps. Et deuxième remarque, chez Bergson, ce qui est essentiel, c'est la compénétration des durées. Notre expérience, notre existence repose sur cette compénétration des durées. Ces deux remarques, opposition du temps et de la durée et compénétration des durées, nous permet, et je finirai par ceci, nous permet de comprendre, de mieux poser deux questions essentielles qui se posent aujourd'hui à l'analyste du politique en Afrique. Premièrement, la question de la mémoire historique. Les sociétés africaines, comme toutes les sociétés, sont dominées par la mémoire historique, et cette mémoire historique est souvent terriblement tragique. Mémoire de l'esclavage, qui précisément s'inscrit au cœur même de la nuit, des représentations de la nuit. Beaucoup des formes, par exemple, de sorcellerie renvoient à cette mémoire historique traumatique de l'esclavage transatlantique. Mémoire, même si nous n'avons peut-être pas pris l'ampleur du problème, mémoire tragique de toutes ces guerres qui ont dévasté et qui continuent parfois de dévaster le continent africain. Mémoire historique, par exemple, de ces grands massacres et de ces grandes guerres de 30 ans dans la région des Grands Lacs. Cette question est essentielle et je crois que la notion bergsonienne de durée nous permet de la mieux poser. Et de ce point de vue, je crois que le grand absent des études postcoloniales, c'est Bergson. Je crois que si les auteurs qui se reconnaissent dans les études postcoloniales lisaient ou relisaient Bergson, peut-être pourraient-ils sortir d'un certain nombre d'apories dans lesquelles ils se sont, à mon avis, enfermés. Deuxième remarque finale, Bergson est le penseur de l'énergie créatrice et même de l'énergie spirituelle. Et je fais en quelque sorte écho à une autre séance qui se tient dans la salle d'à côté. Et je crois que cette notion d'énergie propre à Bergson nous permet précisément de mieux comprendre l'historicité des sociétés africaines. Les sociétés africaines n'ont rien à voir avec la notion réifiante de tradition. Ou alors, peut-être peut-on parler d'invention de la tradition, mais l'invention de la tradition, c'est le moteur de l'histoire en Afrique comme en Europe. Bon. Donc Bergson nous rappelle que les sociétés africaines produisent leur histoire.
nous rappelle que nous sommes des êtres produisant notre histoire. Bergson, de ce point de vue, rejoint d'ailleurs tout à fait Marx, hein, bien entendu. Donc, à bien des égards, Bergson, la lecture de Bergson, nous permettrait de mieux comprendre ce rapport extraordinairement dynamique des sociétés africaines à leur propre histoire, et nous permettrait de comprendre que les sociétés africaines, ou nous rappeler que les sociétés africaines ne sont naturellement pas des sociétés hors histoire, ce sont des sociétés à bien des égards de pionniers, où les Africains, avec une énergie formidable, et souvent dans de grandes douleurs, fabriquent leur propre modernité, et de manière beaucoup plus autonome qu'on ne l'a souvent pensé, du fait naturellement de l'occupation coloniale et de la détermination ou de l'importance de l'économie capitaliste mondiale dans leur devenir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. And once again...